et qui ne veulent pas entendre parler d'autre chose que d'être contre, qui ne veulent même pas entendre mes arguments. Ils existent. S'il en est par ici, ils sont aussi les bienvenus, car qui sait? Et je n'oublie pas que les uns, les autres, les troisièmes, tous ensemble, oui, tous ensemble, majorité, opposition, ils sont la France. En se déplaçant ce soir à Rennes à l'occasion d'une visite dont les objectifs n'étaient pas uniquement régionaux, François Mitterrand donnait surtout un coup d'envoi magistral et tonique aux futures campagnes électorales. Une quarantaine de cars dirigés aujourd'hui sur la capitale de la Bretagne, une salle de 10 000 personnes pratiquement remplie, une mise en scène télévisuelle grandiose et réglée avec soin. Voilà pour le décor de ce qui constituait bel et bien ce soir l'état spectacle. Après l'appel au rassemblement qui devient au fil de ses voyages en province l'un de ses thèmes majeurs, le chef de l'État présentait la défense et l'illustration de l'action du gouvernement socialiste depuis 81. Un bilan dont il ne cachait pas les points noirs, comme l'emploi. Nous nous sommes attaqués aux racines du mal, il faut persévérer et résister à la démagogie, a précisé le président de la République. Oui, le chômage. Même si l'imputation est injuste, on ne peut pas exiger de chaque Français qu'il se comporte en clinicien, en économiste. Il sent simplement la venue du mal, ça le prend à la gorge. Alors il se retourne du côté de ceux qui gouvernent et qui décident et dit c'est votre faute. Qu'allez-vous faire? Quelle est votre réponse? Vite! Dépêchez-vous! Nous crions au secours! Nous devons entendre et nous devons agir, mais dans le sens que j'ai dit, et non point dans le sens contraire. Le président de la République a parlé également du terrorisme tout à l'heure pour dire qu'il fallait mettre les terroristes à raison et qu'ils seraient de ceux qui refuseront tout compromis avec eux. Il faisait allusion bien sûr à l'assassinat de l'ingénieur général René Audran la semaine dernière et puis à d'autres attentats commis aujourd'hui à Munich et d'autre part à Lisbonne, une série d'explosions contre des installations de l'OTAN. Ces actions terroristes qui font craindre une escalade de ce genre d'actes en Europe. À Munich, c'est le patron de l'industrie aéronautique, Ernst Zimmermann, qui a été tué d'une balle dans la tête. L'attentat est revendiqué par les fractions armées rouges qui avaient co-signé avec Action Directe le meurtre de René Audran. Chantal Bretz et Jean-Marie Bell. Tôt ce matin, dans la banlieue munichoise, un couple se présente au domicile de M. Zimmermann, patron des industries aérospatiales d'Allemagne fédérale, et sous prétexte de lui remettre un message urgent, pénètre dans sa maison. Là, après l'avoir ligoté sur une chaise aux côtés de sa femme, il lui tire une balle dans la tête, à bout portant. Ernst Zimmermann, 55 ans, décède quelques heures plus tard. Dans le même temps, la fraction armée rouge revendique l'attentat dans un appel téléphonique à un journal de Munich. Ce soir, les enquêteurs ont diffusé un portrait robot des deux terroristes. Mais déjà, on s'interroge sur le comportement de la police, qui savait depuis plusieurs mois que M. Zimmermann figurait sur une liste des hommes à abattre par les terroristes. En effet, le 3 juillet dernier, la police de Francfort arrête 6 membres des fractions armées rouges et découvre dans une de leurs caches un dossier au nom du patron des industries aérospatiales d'Allemagne fédérale. Ernst Zimmermann est la première victime de la nouvelle vague de violences terroristes en Allemagne fédérale. 60 attentats depuis le début du mois de décembre dernier. Des attentats qui n'avaient fait jusqu'à présent que des dégâts matériels, mais qui tous visaient des intérêts américains ou des installations travaillant pour des militaires. Pour les experts ouest-allemands, c'est clair aujourd'hui. La fraction armée rouge allemande et le groupe français Action Directe ont mis au point une stratégie commune destinée à frapper la machine militaire en Europe de l'Ouest. Mais après les cibles matérielles, ce sont aujourd'hui des cibles humaines qui sont choisies. Après l'assassinat du général Audran, voici celui d'une personnalité de premier plan de l'industrie d'armement ouest-allemande. Les deux groupes terroristes semblent bien être entrés dans une nouvelle phase, celle de l'élimination physique de hauts responsables liés à la défense ouest-européenne. Et ce soir, les deux chefs de file des fractions armées rouges qui sont emprisonnés à Stuttgart viennent de cesser la grève de la faim qu'ils avaient entamée le 4 décembre dernier.
Poussée de fièvre au Pays basque français au lendemain de l'arrestation dans la région de Bayonne de 7 membres présumés de l'ETA militaire espagnol, parmi lesquels le numéro 2 de cette organisation. Ce matin, un engin piégé a explosé dans la voiture d'un militant basque français. Il n'a été que légèrement blessé, mais il s'agit très certainement d'un attentat. Pour le moment, l'attentat n'a pas été revendiqué. Le journal Le Matin vient de jeter un nouveau pavé dans la mare politique en affirmant aujourd'hui qu'un député européen élu du Front National, Gustave Pordea, était un espion à la solde de la Roumanie. Le journal fournit comme preuve une interview de l'ancien numéro 2 des services secrets de Bucarest, aujourd'hui passé à l'Ouest. Le parti de Jean-Marie Le Pen proteste vertement. Il a tenté du reste aujourd'hui un procès en diffamation contre Le Matin à la suite d'un premier article paru au mois de juin et qui amorçait déjà cette affaire. Hélène Rizacher. À 70 ans, le député Gustave Pordea reste définitivement silencieux devant les caméras. Ancien diplomate du roi Michel de Roumanie, cet étrange personnage n'ouvrira la bouche cet après-midi à l'audience que pour lire un discours où il se déclare dissident hors des clans et défenseur de son pays. Dans la partie adverse, la journaliste du Matin, Agathe Lojar, affirme être certaine que Gustave Pordea est un espion remis en service en 1970 par Jan Pacepa, ex-numéro 2 des services secrets roumains. Une information que la journaliste détiendrait de Pacepa lui-même, retrouvée au terme d'une longue enquête. J'ai recueilli les témoignages de beaucoup d'exilés, à la fois polonais et roumains, qui m'ont tous dit, tous ceux que j'ai rencontrés, qu'ils manifestaient une méfiance assez évidente à l'égard de M. Pordea, et j'ai surtout lu ses textes, bien entendu. J'ai par ailleurs, et ça fait apparemment parler beaucoup en ce moment, recueilli un témoignage qui me paraissait intéressant, qui était donc le témoignage de Jan Pacepa, l'ancien numéro 2 des services secrets roumains, qui est passé à l'Ouest en 1978. Et j'ai publié son interview ce matin, je crois qu'il est assez clair et précis. C'est pas moi qui ai parlé d'agent Pordea, c'est lui, et je crois que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Qui peut croire que le gouvernement roumain ait infiltré au Front National un espion? Pour espionner quoi? On sait bien, et je pense même les Roumains le savent, que nous sommes des anticommunistes. Nous n'avons rien à cacher. Il s'agit là, je crois, d'une énorme manipulation qui me semble en liaison avec les milieux, avec les opérations de déclenchement du terrorisme et qui ont pour but de déstabiliser l'opinion. À moins, bien sûr, que Gustave Pordea ne soit effectivement un agent des services secrets roumains, un agent si rusé que même le Front National s'y serait laissé prendre, devenant en quelque sorte un instrument de Bucarest. La justice doit trancher le 22 février prochain. Le mystérieux Jean Fabien fait de nouveau parler de lui. L'hebdomadaire L'Express publie aujourd'hui une lettre dans laquelle il se défend d'être un instrument de la direction du Parti communiste français. Et L'Express publie également 2 documents qui montrent l'état d'extrême tension qui régnait entre communistes français et parti soviétique en 1976 et 1977. L'humanité a réagi très violemment en traitant Jean Fabien de fantomas, débile de l'anticommunisme. C'est encore une affaire d'espionnage qui jette le trouble dans les relations diplomatiques entre la France et l'Inde. Le mois dernier déjà, un attaché militaire français accusé d'espionnage par New Delhi était rentré en France. Aujourd'hui, c'est l'ambassadeur de France qui va quitter à son tour la capitale indienne. Et les explications données à Paris et à New Delhi ne coïncident pas tout à fait, Mme Interman. Écoutez, en général, quand un ambassadeur quitte son poste, c'est son pays qui l'annonce et la plupart du temps sans tambour ni trompette. Cela ne s'est pas passé exactement comme cela aujourd'hui à New Delhi. Cet après-midi, c'est le ministère indien des Affaires étrangères qui annonçait officiellement le rappel de l'ambassadeur de France sans en préciser le motif. Et ce n'est que ce soir que le Quai d'Orsay réagissait. On apprenait alors que l'actuel ambassadeur de France à New Delhi, M. Boisdevet, était nommé secrétaire général adjoint du ministère des Relations extérieures. Le porte-parole du Quai d'Orsay faisait remarquer que cette nomination était décidée dès mercredi. Une précision qui veut signifier que le départ de l'ambassadeur n'a rien à voir avec la plus grande affaire d'espionnage révélée en Inde il y a 15 jours. Alors, visiblement, Paris souhaite amortir le choc. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce soir, la France est un peu plus impliquée dans cette affaire d'espionnage, alors que ces jours-ci, au ministère des Affaires extérieures comme à la Défense, on s'efforçait de nous convaincre que les relations franco-indiennes étaient indemnes après le départ du colonel Bollet, l'attaché militaire adjoint.
D'autres pays ont déjà été nommés, comme l'Allemagne fédérale. La CIA et le KGB ont été cités également, mais le cas de la France semble plus grave, car il y a, semble-t-il, des preuves. La France a demandé l'agrément pour un nouvel ambassadeur. Il n'est pas impossible non plus qu'un haut responsable français se rende ces jours-ci en Inde pour recoller les morceaux, car vous le savez, les enjeux militaires et économiques en Inde, Jean-Jacques, sont colossaux. Attentat meurtrier aujourd'hui au Nord-Liban. 8 personnes au moins ont été tuées et 52 autres blessées par l'explosion d'une voiture piégée garée près d'une mosquée de Tripoli. La bombe a explosé pendant la prière, elle a détruit la mosquée qui abritait le siège d'un mouvement intégriste musulman. Ces derniers accusent les phalangistes libanais d'avoir organisé ce carnage. Crise gouvernementale évitée de justesse en Autriche. Le Parlement a rejeté aujourd'hui la motion de censure déposée par l'opposition contre le ministre de la Défense. Ce dernier a soulevé une vague d'indignation la semaine dernière quand il est allé accueillir à l'aéroport le criminel de guerre nazi Walter Raeder après sa libération par la justice italienne. Frédéric Astou. C'est donc cet homme de 70 ans, l'ancien major SS Walter Raeder, que l'on voit ici quitter la prison italienne où il était incarcéré, qui a réussi à faire vaciller la coalition gouvernementale autrichienne. Condamné en 1951 en Italie comme criminel de guerre aux travaux forcés à perpétuité, Walter Raeder a fini par bénéficier non seulement d'une réduction de peine, mais aussi d'une libération anticipée accordée récemment par le gouvernement de Bettino Craxi. Enfin, circonstance aggravante, lors de son retour au pays jeudi dernier, il a été pris en charge par le ministre de la Défense autrichien, M. Frischenschlager. Résultat, un tollé général dans toute l'Autriche, d'autant que se tient à Vienne à ce moment-là une réunion du Congrès juif mondial. Mais le chancelier autrichien, le socialiste Fred Zinovats, décide de soutenir son ministre de la Défense dont il minimise la faute. Pour obtenir le rejet de la motion de censure présentée aujourd'hui par le parti populiste d'opposition, le chef du gouvernement autrichien a mis son poids dans la balance en précisant qu'il démissionnerait au cas où le vote du Parlement lui serait défavorable. Ce qui ne s'est pas produit puisque le texte de l'opposition n'a recueilli que 80 des 178 suffrages exprimés. Pour comprendre ce résultat, il faut préciser que le Parti socialiste ne détient la majorité au Parlement que grâce aux 12 députés du petit Parti libéral, dont l'un des membres est d'ailleurs le ministre de la Défense. M. Zinovats, le chancelier autrichien, a donc évité momentanément l'éclatement de sa coalition gouvernementale et l'organisation de nouvelles élections qui, selon les sondages, ne seraient pas favorables aux socialistes et favoriseraient, comme en Allemagne, la poussée des écologistes. Au moment où l'on envisage la reprise des négociations Est-Ouest sur la réduction des armes nucléaires et alors que viennent de reprendre à Genève celles sur l'équilibre des armes conventionnelles en Europe, il est plus nécessaire que jamais de pouvoir estimer la quantité d'armes et les effectifs militaires dont disposent tous les pays du monde. Jusqu'ici, il n'existait pas d'ouvrage français sur la matière. Eh bien, cette lacune vient d'être comblée par une équipe de chercheurs qui a rédigé ce volume qui s'intitule « L'année stratégique ». Tous les pays y sont répertoriés, ainsi que les forces dont ils disposent, autant bien sûr qu'on puisse les connaître. Pierre Badet. Le camouflage, c'est l'un des arts les plus prisés des militaires. Ça permet évidemment d'échapper aux ennemis. La dissimulation des forces, du nombre d'armes, des moyens d'attaque, ça permet aussi d'entretenir le doute sur le potentiel militaire d'un pays. Le problème, c'est que la situation n'est pas symétrique selon les camps ou les blocs. Il est évident que du côté occidental, il est plus facile d'avoir les chiffres qui sont publics, soumis à approbation des différents parlements. Du côté des pays de l'Est, c'est beaucoup plus difficile et on se base sur des observations des attachés militaires ou des rapports plus ou moins secrets. Et vous, pour l'année stratégique, vous avez le même problème d'accès aux sources, non? Oui, le même. Alors, il y a bien sûr des sources occidentales qui travaillent sur les pays de l'Est. On a travaillé par recoupement des différentes sources, journaux donc publics qui paraissaient, et on a fait vérifier les chiffres dont on n'était pas sûr par le ministère de la Défense. Calculer le nombre de boutons de guêtre, de fusils, de chars, c'est un exercice un peu fastidieux et qui peut paraître inutile. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir déduire de ce décompte les stratégies employées et les rapports de force entretenus. Et si l'on considère que la planète est devenue un énorme champ de manœuvre aérienne, terrestre ou navale, ce travail de fourmi, le décompte des armes, permet d'appuyer les théories ou les hypothèses sur des données réelles, chiffrables, même si elles sont parfois difficiles d'accès.
Pascal Boniface, pour rédiger votre ouvrage, est-ce que vous avez eu accès à des sources confidentielles? C'était confidentiel, ne le serait plus puisqu'on les publie. Donc vous savez, l'essentiel du travail, et c'est d'ailleurs la base même du renseignement, c'est de faire un travail de recoupement des différentes sources et de vérification par la suite. C'est un peu ce que font les services d'espionnage. En grande partie, oui. Et puis cette collecte minutieuse du renseignement sera peut-être un jour inutile lorsque la guerre sera celle des étoiles, par exemple. Les États-Unis s'y préparent en tout cas, ils le font savoir. Ici, on ne dissimule rien, bien au contraire, on montre tout. C'est la version stratégique du très célèbre « Retenez-moi ou je fais un malheur », bref, le contraire de la dissimulation, mais au fait, ça s'appelle aussi la dissuasion. Rallye de Monte-Carlo, malgré tous les malheurs qu'il a essuyés, le Finlandais Harri Vatanen a finalement démontré sur la ligne d'arrivée qu'il était le meilleur et le plus rapide. Sa victoire sur l'Allemand Röhrl, qui avait remporté les 4 éditions précédentes du rallye, est également une très bonne affaire pour Peugeot, qui affirme ainsi son image sportive. Daniel Leclerc et Dominique Champeau. En l'espace d'une saison, la 205 Turbo 16 est devenue la reine des rallyes. Après un baptême timide dans le Tour de Corse l'an passé, elle s'est rapidement propulsée en haut de l'affiche. 5 participations en 1984 et 3 victoires consécutives. Les 1000 lacs, San Remo et le rallye de Grande-Bretagne. Pour sa première participation en Monte-Carlo, la 205 Turbo 16 a fait une véritable démonstration. Forte d'un moteur central de 350 chevaux, de ses 4 roues motrices et d'un petit gabarit, 3,80 m de long, la 205 Turbo 16 est une merveille d'équilibre et de maniabilité. Résultat, 23 victoires en spécial sur 33 au programme, dont 22 pour le seul Vatanen. Car si la victoire du Monte-Carlo 85 est la victoire d'une marque, Peugeot, c'est également celle d'un homme, Harri Vatanen. Moins connu du grand public qu'un pilote de Formule 1, ce grand blond, venu du froid, a su durant 15 ans se faire une solide réputation. Champion du monde des rallyes en 1981 sur Ford Escort et 10 grandes victoires à son palmarès. Finlandais, 33 ans, marié, père de famille, c'est un athlète complet et un homme discret au tempérament passionné. Un détail, il ne fume pas, il ne boit pas. Ses victoires, il les fête au lait, le champagne, c'est pour Peugeot. La grande victoire de Peugeot dans ce rallye, c'est d'avoir su changer d'image de marque en un temps record. Un lifting réussi 100% si l'on considère qu'avant la 205, Peugeot c'était en quelque sorte l'option solide et plutôt tranquille d'une clientèle un peu vieillotte. Bref, c'était la valeur refuge de la conduite pépère. Avec la 205, en un an, tout a changé. La petite dernière est racée, dynamique, moderne, performante. Pire, elle est jeune et elle fait jeune. Phénomène classique d'identification d'un produit et d'une clientèle, en langage marketing, on appelle ça la dynamique de l'image de marque. La finalité de la présence de Peugeot dans les rallyes européens, c'est un peu cela, affiner son image sportive. En un mot, Peugeot se range des caravanes et les beaufs se prennent maintenant pour Vatanen. Ski, suite des championnats du monde à Bormio en Italie. Aujourd'hui, c'était la descente homme du combiné. Et comme prévu, ce sont les Suisses qui ont dominé cette épreuve. Le meilleur temps a été réalisé par Zumringen, que l'on présente quelquefois comme le successeur du français Jean-Claude Killy. Le meilleur français est Franz Picard, il est arrivé seulement 7e. Le slalom spécial de ce combiné sera disputé mardi. Demain, ce sera l'épreuve de descente pour les femmes à Bormio. Et puis, demain également commence en rugby le tournoi des 5 nations pour la France qui affronte l'Angleterre à Twickenham. Une seule certitude en ce qui concerne l'équipe de France, elle est entrée maintenant dans l'ère de l'après-Rive. Son capitaine de légende a cédé la place en 3e ligne à Jacques Graton, lourd héritage pour lui. FR3 Aquitaine nous le fait mieux connaître. Jacques Graton a déjà porté le maillot de l'équipe de France A. Ses premières armes, il les a faites l'année dernière lors de la tournée en Nouvelle-Zélande, au Japon et enfin dernièrement contre la Roumanie à Bucarest. Il portait le numéro 6.
Mais pour tout joueur de rugby, le rêve, c'est de porter ce maillot tricolore lors d'un match du tournoi des 5 Nations. Pour ce garçon de 27 ans, ce tournoi ne débute pas dans les meilleures conditions. On veut déjà voir en lui le successeur de Jean-Pierre Rive. Si on commence à me comparer avec Rive, ça va être encore plus dur pour moi parce que c'est toujours difficile d'être comparé à un joueur comme lui, qui est même plus un joueur, c'est un mythe, c'est une légende. Autre handicap à surmonter pour Jacques Graton, ici en fond de touche, maillot blanc, les mauvaises langues. Que disent-elles? Si Graton est maintenant en équipe de France, il le doit à son ami Jacques Fourou, qu'il a bien connu à Auch, où ils ont joué ensemble. C'est sûr que ça fait jamais plaisir. Mais d'un autre côté, ça motive et puis on essaie de faire un peu plus sur le terrain pour faire voir que c'est pas vrai. Natif de Lectoure dans le Gers, Jacques Graton vit avec sa femme à Lérac, à côté d'Agen. Et toute cette curiosité qu'il suscite aujourd'hui le gêne plutôt qu'autre chose. J'ai envie de jouer au rugby avec l'équipe de France, mais c'est tout, après je sais pas. Vous n'avez pas envie de laisser un nom dans le rugby français? Non, j'ai envie d'avoir des souvenirs à moi, c'est tout. Le gouvernement vient de lancer cet après-midi un nouvel emprunt, c'est le premier de l'année 85, montant 15 milliards de francs en 2 tranches, l'une sur 7 ans et l'autre sur 12. C'est la confirmation de ce que nous disait dès hier soir Henri Loret, avec qui nous consultons maintenant, comme chaque jour, l'état du marché financier. Stabilité apparente du dollar sur les marchés d'échange, puisqu'à Paris, la variation s'est jouée sur des centièmes de points. Mais attention, la Bundesbank a dû intervenir et le dollar est en regain de forme ce soir à New York, où l'on constate par ailleurs une légère hausse des taux. Belle semaine pour la Bourse de Paris qui a établi, vous le savez, un nouveau record historique. Aujourd'hui, la tendance a été irrégulière dans un marché qui s'ajuste. Les valeurs ont en réalité gagné 0,05%. New York, marché extrêmement calme en début de séance, où la tendance reste ferme et où l'on cherche des valeurs qui comportent des marges de progression. Wall Street pourrait encore faire des étincelles la semaine prochaine. Les pronostics de M. Courtine pour le tiercé demain à Vincennes. Sur 18 partants, il a choisi le 16 qui est son joker, le 17, le 4, le 6, le 10, le 18 et le numéro 8. Le temps demain très semblable à celui d'aujourd'hui, avec des nuages et quelques pluies sur la moitié nord-est du pays. Sur l'autre moitié, la brume matinale laissera la place au soleil et les températures continueront d'être élevées pour la saison. Demain soir, nous avons rendez-vous à 21h55. Bonne fin de soirée sur la 3. Et avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de l'actualité de ce vendredi. Bonsoir et à demain. Grand meeting de François Mitterrand devant 10 000 personnes à Rennes où il appelle les Français à se rassembler. Après la France, le terrorisme frappe l'Allemagne, le patron de l'industrie aéronautique abattu par les fractions armées rouges. Rugby, la grande aventure du tournoi commence demain pour le 15 de France face à l'Angleterre à Twickenham.